Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Les Français veulent comprendre, veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Nathalie Loiseau, qui est députée européenne, ancienne ministre et présidente de la sous-commission Sécurité et Défense au Parlement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Nathalie Loiseau. Vous êtes proche d'Édouard Philippe, Oui. membre d'Horizon. À part Christophe Béchu, aucun ministre Horizon. Mais que se passe-t-il ? Le gouvernement n'est pas encore complètement constitué, semble-t-il. Oui. Et les Français attendent un ministre des Transports, un ministre de la Pêche, un ministre en charge des Affaires européennes. Donc, attendons. Oui. Soyons pas impatients. Bon. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous auriez laissé Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale ? D'abord, il a pris des très bonnes décisions au ministère de l'Éducation nationale, et je voudrais les saluer parce que je crois que tous les Français le pensent, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves. Le fait qu'il soit à Matignon va dire qu'il va être attaché à ce que ces décisions soient mises en œuvre. Oui. Et donc il faut continuer. L'éducation, c'est la mère de toutes ces batailles. Mais vous l'auriez laissé à son poste ? Je suis pas président de la République, c'est c'est vrai, pas vous n'êtes moi. pas président de la République. C'est pas moi qui fais le casting du Vous n'êtes gouvernement. pas présidente de la République, oui. Voilà. Bon, n'est-ce pas dommage, quoi ? N'est-ce pas dommage ? Ce dont il faut s'assurer, ce sont les actes de ce gouvernement. Il a Vous n'êtes pas sûr des actes de ce gouvernement, non ? Non, mais j'ai pas envie de faut juger. s'assurer des actes. J'ai pas envie de juger un casting avant que les gens aient pris des décisions. Je déteste ça, le côté commentateur ou les oppositions qui disent le Premier ministre, on va lui mettre une motion de censure. Il a encore pris aucune décision que déjà on veut le censurer. C'est s'opposer pour s'opposer. Je trouve ça vraiment. C'est pas Horizon que vous allez trouver en train de faire ce genre de choses. Nous, on veut le succès de ce gouvernement parce qu'on veut le succès de notre pays. Oui, vous voulez le succès de votre pays, ce que je comprends, de la France. Électrochoc pour les européennes du mois de juin, vous pensez, le choix de Gabriel Attal ? Je pense que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui incarne, qui s'exprime et qui va sur le terrain. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la politique, ça se fait pas à Paris, dans les QG des partis politiques. Ça se fait en écoutant les Français, en dialoguant avec eux, en prenant leurs idées, parce qu'il y en a beaucoup, en expliquant ce qu'on fait, et puis en décidant après cet exercice. Et d'ailleurs, on voit que le Premier ministre a commencé à le faire. C'est une très bonne chose. Édouard Philippe est sans arrêt sur le terrain, partout. Nous, les membres d'Horizon aussi, hier et soir, souvent dans la discrétion. Vous savez, pour écouter, vous n'avez pas besoin de micro. Vous n'avez pas besoin de caméra, vous avez besoin d'un peu d'intimité pour que les gens s'expriment, vous disent ce qu'ils pensent, et pour pouvoir réfléchir dessus. Et ce que dit Édouard Philippe, c'est que la composition du gouvernement est surprenante. Il le dit. Il a dit, et il a assumé publiquement que Rachida Dati, par exemple, ministre de la Culture. Qu'il aurait compris qu'Elisabeth Borne reste parce qu'elle faisait bien le boulot. Oui. Il lui a rendu un hommage très appuyé, et je veux le faire aussi parce que c'est une femme de courage, de droiture, d'engagement. Mais il a dit aussi que c'est au président de la République de sentir de pays et de constituer le gouvernement comme il en a la latitude. Édouard Philippe est le premier à dire « Qui m'attendait à Matignon en 2017 ?» Personne. C'est vrai, au président. Nathalie Loiseau. Mais le choix, encore une fois j'y reviens, de Rachida Dati ne le convainc pas, c'est le moins qu'on puisse dire, ministre de la Culture, et surtout son choix d'être candidate à la mairie de Paris en 2026, alors que il y a un candidat possible Horizon, la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel. Je vais vous dire deux choses là-dessus. Que Rachida Dati rejoigne le gouvernement, ça dit beaucoup sur ce qu'elle pense de l'avenir de son ancien parti, les Républicains. C'est un indicateur. Oui. Et s'agissant de Paris, il y a un très bon candidat possible, Pierre-Yves Bournazel, que je connais, qui est un type formidable et qui s'investit sur Paris depuis des années. Oui. Je ne vais pas vous dire autre chose. Et 2026, c'est pas tout de suite.
D'accord, j'ai compris. Est-ce que vous avez regardé l'émission Complément d'enquête consacrée à Jordan Bardella? Alors, j'ai regardé des capsules. Vous étiez dans l'émission, d'ailleurs. J'ai regardé des capsules, j'ai pas vu celle où j'y étais. Parce qu'hier soir, j'étais en réunion publique, Horizon, avec des gens qui avaient des choses à me dire. Et on peut pas tout faire. Vous le croisez souvent au Parlement européen? Jordan Bardella? Oui. Écoutez, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, parce que, évidemment, comme c'est mon adversaire politique, ce que je vais vous dire sera pas crédible. Oui. Mais ce que j'ai vu dans une des capsules de l'émission, ce sont 2 députés européens qui ne sont pas français, qui siègent dans la même commission parlementaire que Jordan Bardella, et qui disent, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. Jordan Bardella, c'est inconnu. C'est le vote inutile, le Rassemblement national. Ce sont des gens qui ne sont pas là pour travailler. J'ai vu une autre capsule d'une députée RN, qui, en quelque sorte, vient à son secours en disant « mais il n'est pas là pour travailler, il est là pour des exercices médiatiques ». C'est elle qui le dit. Pour une fois que le Rassemblement national dit la vérité, je l'écoute. Alors, il aurait utilisé de 2015 à 2017 un compte Twitter sous un pseudonyme pour diffuser des messages racistes, homophobes ou insulter des journalistes. Le RN conteste l'attribution de ce compte anonyme à Jordan Bardella. Organisation étudiante d'extrême droite, vous connaissez le GUD, vous avez ce passé, vous avez dit j'ai regretté. Non, j'ai pas ce passé. J'ai regretté, vous avez dit. Oui, mais j'ai jamais été au GUD. Et souvenez-vous qui avait sorti ça. Vous étiez proche du GUD. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon, pas du tout. Bien mon engagement. De rappeler ça. Merci de me permettre de le rappeler, et merci de me permettre de rappeler que ceux qui l'ont prétendu à l'époque, c'était Minute. Oui. Journal de qualité dont on sait qu'il est extrêmement neutre et pas du tout engagé politiquement. Non, arrêtons les confusions, arrêtons les procès. Ma vie politique, elle est contre l'extrême droite, contre le Rassemblement national, et pour un projet pour les Français qui leur permette d'affronter un monde qui est devenu dangereux, compliqué. Nous allons parler du monde. Il est 8h41. Nous allons consacrer un quart d'heure au monde, justement, au désordre du monde, parce que les désordres sont nombreux, Nathalie Loiseau. Mais, dernière question sur les européennes, qui conduira la liste de la majorité ? C'est pas encore décidé, j'aimerais que ça soit rapidement. On a besoin d'une tête de liste. On a commencé à faire une pré-campagne. Mais une vraie campagne, c'est avec une tête de liste, c'est avec une liste constituée. Il y a aujourd'hui 23 députés européens de la majorité au Parlement européen. Souvenez-vous qu'en 2019, quand j'avais conduit la liste, on était à moins d'1 point du Rassemblement national. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. 22-42, 23-34 pour Bardella. Voilà. Et à 22-42 pour vous. À la sortie, 23 députés européens qui travaillent. Et pour la majorité, 18 députés européens Rassemblement national qui ne travaillent pas, à l'exception de Madame Joron, qui fait venir au Parlement européen tous les covido-sceptiques, tous les anti-vax, tous les conspirationnistes, et qui fait honte à la France. Qui fait honte à la France. Écoutez, c'est quand même une image qui est épouvantable. Nathalie Loiseau, je parlais des désordres du monde. Et il y a un homme dont on parle beaucoup, on va en parler encore plus parce que les élections approchent en Russie, c'est Vladimir Poutine. Est-ce que tous les populismes qui progressent en Europe, d'extrême gauche, mais surtout d'extrême droite, sont nourris, sont complices de Vladimir Poutine? Je crois que maintenant tout le monde le sait. Vladimir Poutine investit depuis 20 ans dans l'extrême droite européenne. C'est pas une affirmation en l'air, c'est le résultat du travail des commissions d'enquête ou des commissions spéciales du Parlement européen, de l'Assemblée nationale. Vous avez vu peut-être, ou même sûrement, récemment un article du Washington Post qui en parle. C'est un investissement que fait la Russie depuis que Vladimir Poutine a compris que son pays n'était plus attractif. Il a décidé de discréditer ou d'essayer de discréditer les démocraties. Et il s'y emploie avec la manipulation de l'information, avec l'ingérence électorale. On l'a vu en 2016 aux États-Unis, on l'a vu avec le référendum sur le Brexit, on l'a vu avec le référendum en Catalogne. C'est un investissement lourd de pays autoritaires qui, parce qu'ils n'arrivent plus à proposer quoi que ce soit à leur peuple, se disent « essayons de discréditer le contre-modèle, la démocratie ». Et 2024, c'est une année où il y a des élections partout. Partout. Élections européennes, élections au Royaume-Uni, élections présidentielles
aux États-Unis. Partout, vous avez des élections. Et plus que jamais, il faut se protéger de ces manipulations qui veulent essayer de tordre nos décisions. Alors justement, dans quelques mois, vous en parliez, Donald Trump pourrait à nouveau présider la première puissance du monde. Double question, est-ce que l'Europe est prête à affronter ce défi? Et serons-nous prêts à nous passer des Américains pour assurer notre sécurité? C'est la grande question de fond que l'on doit se poser. C'est une vraie question. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui? Non. Est-ce que nous devons nous y préparer? Oui. Il faut arrêter de mettre la tête dans le sable. Et vous savez, dans cette blague où on dit jusqu'ici tout va bien quand quelqu'un est tombé d'une fenêtre. Non, tout ne va pas bien quand on sait, parce que Thierry Breton l'a rendu public, que Donald Trump avait dit à Ursula von der Leyen: moi, président, si un pays européen est attaqué, je n'enverrai pas de troupes américaines. Et moi, président, je réfléchis à sortir de l'OTAN. Ça fait des années, depuis 2017, qu'Emmanuel Macron plaide pour l'autonomie stratégique européenne. Qu'est-ce que ça veut vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le vide. Non, de moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Je vois les dissensions en Europe, entre les pays européens. Il y en a un qui n'est pas d'accord avec les 26 autres, il s'appelle Viktor Orban, il est hongrois et c'est l'allié de Poutine. La stratégie du cheval de Troie, c'est ça. L'allié de Poutine confie que l'Europe continue à financer, quoi. Alors, nous avons, grâce au Parlement européen, suspendu des financements, parce qu'il fait n'importe quoi. Et nous avons redit hier, tant qu'il fait n'importe quoi, il n'aura pas ces financements. Et nous, Parlement européen, on a le contrôle du budget des contribuables européens. Donc on y veille. C'est notre argent, oui. C'est notre argent, donc c'est le travail d'y veiller. Mais je reviens sur est-ce que Orban peut bloquer l'aide militaire à l'Ukraine? Oui, c'est ça le sujet. Oui, c'est ça le sujet. Il s'y essaye. Et c'est la raison pour laquelle la France a lancé hier une coalition sur l'artillerie. Je voudrais saluer les décisions qui ont été... À votre initiative, d'ailleurs, en grande partie. Mon initiative, évidemment, j'y contribue. Vous avez lancé un appel transpartisan au renforcement de l'aide militaire de l'Union européenne à l'Ukraine. Exactement, et qui a fonctionné, c'est-à-dire que tous les groupes du Parlement européen, à l'exception de l'extrême droite et de l'extrême gauche, soutiennent cet appel. Et ce que je vois aujourd'hui, les efforts français, ils sont réels. Vous avez entendu hier 40 scalps qui vont être livrés, des canons César et un appel à un financement international. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que le président de la République va faire de nouvelles annonces aujourd'hui à Cherbourg à ce propos ? Alors je me rends au vœu aux armées du président de la République et j'attends qu'il parle de l'Ukraine. Évidemment, c'est le sujet prioritaire. Il va annoncer d'autres aides militaires ? Alors il va sans doute, mais c'est pas à moi de dire ce que le président va dire, parler de l'accord de sécurité que nous passons avec l'Ukraine. Notre meilleure garantie de vivre en paix, c'est le combat que les Ukrainiens mènent. Ça veut dire quoi, l'accord de sécurité ? C'est le président qui va en parler, c'est pas moi. Accord de sécurité réciproque. Ce n'est pas moi qui vais faire... Si l'Ukraine tombe... nous entrons dans un... Je sais pas, enfin, c'est quoi un accord de sécurité ? Ça peut être quoi ? Notre capacité dans la durée à fournir à l'Ukraine les moyens dont elle a besoin pour se défendre. Et moi, on passe un accord pour aider militairement l'Ukraine pendant plusieurs années. Le temps qu'il faut, voilà, pour qu'ils aient de la visibilité, qu'ils n'attendent pas tous les 3 mois de savoir ce qu'on va faire, parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Je voyais hier le ministre ukrainien de la Défense disant « Attention, on va commencer à être à court de munitions ». Oui, exact. Et puisque... Vous l'avez dit, je m'occupe de défense au Parlement européen. Moi, j'essaie de trouver où est-ce que ça coince et comment décoincer la situation. Les industriels nous disent on peut produire plus et plus vite, mais pour ça, il nous faut des commandes. Les gouvernements européens nous disent, les ministres des budgets nous disent ah oui, mais vous savez, ça coûte de l'argent et on ne veut pas déstabiliser nos budgets. Je comprends tout ça. Tout ça est vrai. Je me souviens que pour nous protéger contre un virus, le Covid, on a lancé un grand emprunt en commun. Pour nous protéger contre une menace militaire existentielle, on doit être capable de faire la même chose que ce qu'on fait contre un virus. Mais les Allemands ne sont pas d'accord. Ça, je n'en sais rien. On avait dit la même chose. Pour l'instant.
Jean-Jacques Bourdin, vous vous souvenez que pour l'emprunt sur le plan de relance, les Allemands n'étaient pas d'accord au début, et puis ils nous ont rejoints parce qu'ils ont compris que c'était notre intérêt collectif. Thierry Breton, le commissaire européen, a repris l'idée que nous avions lancée avec mon collègue Benjamin Haddad de la majorité, de cet emprunt européen pour permettre de renforcer nos industries de défense dans un monde qui est devenu plus dangereux, et d'aider l'Ukraine. Alors, j'ai une question simple, parce que les auditeurs se la posent. Si l'on n'aide pas l'Ukraine à vaincre, serons-nous les suivants à être envahis par les Russes dans 5 ou 10 ans? Par les Russes, par Monsieur Poutine. Moi, j'écoute... Parce que la population russe, c'est différent. J'écoute les dictateurs parce qu'en général, ils veulent faire ce qu'ils ont dit. Et donc j'écoute les discours de Vladimir Poutine. D'abord sur l'Ukraine, il ne dit pas qu'il veut un morceau du Donbass et qu'il s'en satisfera. Il dit qu'il veut écraser l'Ukraine, qu'il veut en faire un vassal. Donc il n'y a pas de négociation avec quelqu'un qui veut vous écraser et faire de vous un vassal. Il dit aussi tout le mal qu'il pense de l'Europe, tout le mal qu'il pense des démocraties, et j'écoute ce que me disent mes partenaires des pays baltes, qui sont terriblement inquiets. La Finlande, la Suède qui essayent de rentrer dans l'OTAN. Ils ne le font pas pour le plaisir. Souvenez-vous que la Suède, c'était un pays neutre et qui s'en portait bien. Si aujourd'hui ils veulent entrer dans l'OTAN, c'est parce qu'ils sont terriblement inquiets, qu'ils se sentent menacés. On ne peut pas mettre la tête dans le sable et dire « ça n'arrivera pas ». Je me souviens, ceux qui nous disaient avant le 24 février 2022, quelques jours avant, jamais Vladimir Poutine n'envahira l'Ukraine. Vous vous en souvenez comme moi, c'était Marine Le Pen, c'était Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'étais allé en Ukraine le 10 février, j'étais revenu, j'avais sonné le tocsin et on m'avait dit que j'étais un oiseau de mauvais augure. Alors, d'après ce que vous entendez, ce que vous voyez au Parlement européen, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous dites que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont les complices de Vladimir Poutine? J'ai noté avec intérêt hier dans ce complément d'enquête que pour venir à la défense de Jordan Bardella, le Rassemblement national choisit Thierry Mariani, dont les liens avec la Russie sont connus. Je dirais même, il les assume. De même que ses liens avec Bachar el-Assad. C'est ça, le soutien à Jordan Bardella? Très bien. Qu'on arrête de dire que M. Bardella prend ses distances avec la position pro-russe traditionnelle de son parti. Ça n'est pas vrai. Et si aujourd'hui, on parle beaucoup de lui, on dit il est tête de liste, il est populaire, c'est pour cacher le reste du Rassemblement national au Parlement européen. C'est la petite boutique des horreurs, le Rassemblement national au Parlement européen. Il continue à travailler avec des collaborateurs russes. C'est quand même extraordinaire. Il continue à défendre, pied à pied, toutes les thèses de Vladimir Poutine. C'est leur choix. La France, parlons du Proche-Orient, la France comme l'Allemagne ne soutient pas les accusations de génocide à Gaza portées par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. D'abord, première question, devrait-elle soutenir ces accusations? Non, ça n'est pas un génocide. Revenons à ce qui s'est passé le 7 octobre. Moi, le souvenir des images du 7 octobre diffusées par le Hamas me hante. Cette barbarie, ces assassinats, ces mutilations, ces viols, ces prises d'otages, ce souvenir me hante. Et je trouve que certains l'oublient un peu vite par esprit partisan. Ce qui me hante aussi, c'est le sort des populations de Gaza. C'est une réponse légitime mais disproportionnée. Donc le cessez-le-feu mais disproportionné. Donc le cessez-le-feu est impératif ? Un cessez-le-feu qui permette la libération des otages. Je rappelle qu'il y a encore 3 Français que l'on veut libres s'ils sont vivants. Je pense aux familles de ces otages. D'ailleurs, le Parlement européen l'a demandé hier. Un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et le démantèlement du Hamas.
Le Hamas n'a pas seulement pris des otages israéliens, il a pris la population de Gaza en otage. Il a décidé, en lançant ces attaques atroces du 7 octobre, de faire du peuple de Gaza un peuple martyr. Il savait qu'il y aurait une riposte massive. Avant le 7 octobre, il n'y avait pas de troupes israéliennes à Gaza. Il n'y avait pas de colonie israélienne à Gaza. Il y avait de facto un cessez-le-feu. Qui a déclenché la guerre et qui veut la poursuivre ? Le Hamas. Et M. Netanyahou n'est pas un faiseur de paix. N'est pas un faiseur de paix. Il est en quelque sorte utile au Hamas ? Je dirais que ce qui serait utile à la paix, ce serait un De Klerk et un Mandela. Oui. Aujourd'hui, on a Benyamin Netanyahou d'un côté, le Hamas de l'autre, et ça me bouleverse et ça me hante aussi de me dire que aujourd'hui, les artisans de paix, Rabin a été assassiné, Sadat a été assassiné. Aujourd'hui, sont en responsabilité des gens qui ne cherchent pas la paix. Mais le cessez-le-feu, contre condition que les otages soient libérés, voté hier au Parlement européen, 312 voix pour, 131 contre et 72 abstentions. Oui, très bien, mais l'Europe est impuissante. J'ai l'impression que l'Europe n'existe pas au Proche-Orient ou au Moyen-Orient, Nathalie Loiseau. Mais regardez aujourd'hui, les Américains non plus, les États-Unis sont impuissants. On voit bien que l'Occident est impuissant. Le monde arabe est impuissant. Oui, mais l'Occident, mais Nathalie Loiseau, l'Occident est en train d'agréger contre l'Occident, contre lui-même, une partie du monde, tout ce que l'on appelle le Sud global. Vous le savez bien, Nathalie Loiseau. Comment c'est faux ? Je reviens d'Inde. Oui. En fin d'année, j'ai conduit une mission en Inde. J'ai rencontré tous ceux qui s'occupent de sécurité, de défense, qui m'ont parlé à cœur ouvert. Ça m'a même un peu étonné, parce qu'on dit souvent que les Indiens sont dans un enthousiasme, parce que leur démographie, parce que leur économie, etc. J'ai vu des gens inquiets parce qu'ils se sentent menacés, encerclés par la Chine, inquiets parce que le monde est instable, et souhaitant plus que jamais se rapprocher de nous. Il faut arrêter d'acheter ce récit que nous sortent quelques dirigeants, qui sont souvent des dirigeants du Sud autoritaires, et qui aiment s'exprimer au nom de leur population. Regardez vers quel modèle se tournent les populations du Sud. Ils ont envie de nous ressembler. Regardez les flux migratoires. Vous avez vu beaucoup de flux migratoires vers la Russie ou vers la Chine. Il se trouve qu'ils vont vers l'Europe, vers les États-Unis, vers le Canada. Ça dit quelque chose. Il faut arrêter de se flageller. Il faut arrêter de s'excuser. Moi, je suis d'une génération qui est née après la colonisation. Je porte pas sur mes épaules la repentance de la colonisation. Des choses terribles ont eu lieu, c'est vrai, mais les générations qui vivent aujourd'hui en Afrique et ailleurs sont comme moi, sont nées après les indépendances, et attendent souvent, depuis longtemps, d'être gouvernés par des gens qui ne tirent pas prétexte de ce qu'ils reprochent aux pays du Nord. Merci Nathalie Loiseau d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous voulez réagir, ce n'est pas compliqué, vous le savez, nous allons beaucoup parler de ce qui se passe en France après les infos de 9h. 0826 300 300, vous êtes déjà nombreux à vouloir réagir et je vous attends avec plaisir et impatience.